Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. On l'entend dans les médias, la recherche académique est de plus en plus privatisée en France. Ainsi, 60% des chercheurs et chercheuses sont aujourd'hui salariés dans une entreprise privée. Alors bien sûr, quand on dit entreprise privée, on pense en premier lieu au groupe du CAC 40. Mais il existe également des pratiques de recherche dans les associations, dont on rappelle qu'elles entrent aussi dans le champ du secteur privé. Alors, à quoi peuvent bien ressembler les pratiques de recherche dans ce secteur ? S'agit-il de faire de la recherche sur le fait associatif ? S'agit-il d'innovation dans les champs d'action des associations ? Ou peut-on aller jusqu'à parler de recherche académique, de recherche fondamentale dans certains secteurs associatifs ? Ce sont ces questions que nous allons vous proposer d'aborder dans ce 25e épisode déjà de Questions d'Asso, le podcast par et pour les associations. Et pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui la directrice de l'association Fréquence École, Dory. Bonjour Dory. Salut Yael. Et Pauline, qui est chercheuse pour Fréquence École. Hello Pauline. Salut. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Karl. Salut Karl. Salut Yael. Cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud et Peertube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web question-asso.com où vous trouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons Karl pour l'édito. Merci Yael. Alors effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont la recherche peut s'opérer dans le secteur associatif. Dans notre imaginaire collectif, nous nous projetons dans une recherche qui est souvent publique, une recherche académique publique, allègrement renforcée par tout un pan de notre culture populaire qui nous raconte l'histoire de scientifiques travaillant pour l'intérêt général face aux désastres du monde. On peut citer le film Don't Look Up qui illustre très bien ce phénomène. Pourtant, comme tu le mentionnais en introduction, Yael, la recherche privée en France, c'est aujourd'hui 60% des postes de recherche, selon les statistiques de Campus France. Donc si on regarde en fait les personnes qui exercent une profession de recherche en France, sur les 267 000 directeurs de recherche, professeurs, maîtres de conférences, maîtresses de conférences, chargés de recherche ou chercheurs-chercheuses, 60% donc sont salariés d'une structure privée. Et c'est d'ailleurs mon cas, puisque moi je suis je suis enseignant-chercheur salarié d'une école privée qui est elle-même une association. On fera un jour un épisode sur l'enseignement supérieur associatif privé. Et je suis également membre d'une association de recherche-action, Designer Éthique, à laquelle on a consacré un épisode il y a peu de temps, association pour laquelle je publie également en tant que chercheur. Alors, avant d'en arriver à la question centrale de notre épisode, qui est comment est-ce qu'on peut opérer cette recherche dans le secteur associatif, j'aimerais prendre un peu de temps pour revenir sur l'intérêt pour une association de développer une pratique de recherche. Pourquoi faire de la recherche dans une association ? Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on fasse un premier détour et qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la recherche. Pour le dire simplement, faire de la recherche, donc, c'est produire des connaissances inédites, les soumettre à la critique du monde académique et enfin les publier librement et sans restriction. La recherche est donc à différencier ici de l'innovation qui correspond à l'amélioration de l'existant. Au sein du monde de la recherche, ensuite, on va distinguer plusieurs pratiques. Donc, on a celle qui est peut-être la plus connue du grand public, qui est celle qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire la production de connaissances expérimentales et théoriques et qui concerne surtout des phénomènes qui sont assez macro. On a ensuite une recherche qu'on va qualifier de appliquée, c'est-à-dire soit l'application pratique des connaissances théoriques pour les valider ou les invalider, soit la production de connaissances à partir d'une démarche inductive, c'est-à-dire en partant d'un terrain spécifique. C'est cette pratique qui est le plus couramment pratiquée justement dans la recherche privée et dans le monde associatif également, même si dans le monde associatif, on va également trouver 3 autres formes de recherche assez courantes que vont être la recherche-action, la recherche-création et puis
puis la recherche participative. La première, la recherche-action, c'est une pratique de recherche qui vise la mise en œuvre de pratiques transformatrices sur le terrain à partir des résultats de la recherche. Pour le dire de façon simple, c'est intégrer l'expérimentation des solutions aux problèmes identifiés directement dans le projet de recherche. On perçoit déjà à travers cette définition à quel point le potentiel de la recherche-action dans le secteur associatif est fort. La seconde, la recherche-création, c'est une pratique qui vise à mutualiser recherche académique et pratique artistique. Ici, il s'agit le plus souvent de sortir du cadre classique des rendus de la recherche académique, donc les thèses, les articles, les colloques, pour expérimenter d'autres formes de partage de la connaissance académique, en permettant à cette dernière aussi d'être plus inclusive pour celles et ceux qui ne sont pas issus du monde de la recherche et à qui l'expérience d'un colloque de chercheurs et chercheuses peut paraître un peu déstabilisante. Et puis enfin, il y a la recherche participative, ici qui va se différencier par le fait d'inclure les citoyens, ou en tout cas celles et ceux qui vont être concernés par le projet de recherche, directement dans ce projet de recherche et de co-mener la recherche avec les chercheurs. Et là encore, c'est une pratique de recherche qu'on va trouver très fréquemment dans le monde des associations. Alors, on pourra citer encore bien d'autres pratiques de recherche, comme la recherche projet par exemple, mais je vais m'arrêter là parce que l'objectif de ce petit édito, c'est pas de faire une liste à la Prévert des façons de faire de la recherche, mais plutôt de répondre à cette question, en quoi est-ce que c'est intéressant de faire de la recherche pour une association ? Eh bien, de mon point de vue subjectif, je regarde Yael parce qu'on a discuté de ça avant le début de l'épisode, puisque c'est bien évidemment le sujet de cet épisode que de questionner ce sujet-là. Donc, de mon point de vue subjectif, il y a 3 arguments qui vont justifier le fait de faire de la recherche quand on est une association. Un argument qui est sur l'objet de la meilleure compréhension des enjeux et de la raison d'être d'une association. Un deuxième argument qui va être lié à la démarche d'intérêt général des associations. Et puis un troisième argument qui va être lié au modèle économique des associations. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au modèle économique des assos, donc on ne se refait pas. Le premier argument est à mon sens le plus important, celui sur de fait la meilleure compréhension de son objet associatif. Parce que quand on se lance dans un projet associatif, qu'il s'agisse d'un projet militant ou pas, on est rarement complètement expert du sujet, et même si on l'est, c'est un sujet qui va être amené à évoluer au fur et à mesure de la vie de l'asso. Je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Fab Lab sur ce sujet-là il y a quelques semaines. Et donc finalement, produire de la recherche sur les sujets de son association, c'est un très bon moyen de rester à la page, voire de rester en avance de phase, une expression que j'ai en horreur, mais que certains utilisent beaucoup dans certains milieux. Et donc, c'est précisément la raison pour laquelle nous faisons de la recherche dans ma propre association. C'est, en fait, on cherche à faire advenir un numérique qu'on qualifie de émancipateur, durable et désirable. Mais concrètement, ça serait quoi un numérique qui correspond à ces valeurs ? Pour le définir, nous nous inscrivons précisément dans des projets de recherche qui alimentent nos réflexions et qui outillent nos actions associatives. Le second argument, lui, relève de l'intérêt général du secteur associatif. À l'heure où la recherche publique n'est plus nécessairement un refuge pour l'indépendance académique, si vous suivez le regard outre-Atlantique, le secteur associatif a la capacité d'être une voie d'alternative, actant les défaillances des États de ce point de vue-là, mais sans nécessairement s'inscrire dans les pratiques de recherche privée capitalistiques qui sont parfois contestables. Pour le dire autrement, le secteur associatif a toute légitimité dans la production de connaissances pour le bien commun. Et puis enfin, il y a un dernier argument qui me semble aussi important et dont on va traiter dans cet épisode, c'est l'argument économique. On ne va pas se voiler la face, le monde de la recherche, ce n'est pas un univers de richesse, sinon on n'observerait pas une fuite des jeunes chercheurs et chercheuses français. Mais dans un écosystème associatif où les injonctions à l'autonomie budgétaire et à la diversification des sources de revenus sont très fortes, le secteur de la recherche offre certaines possibilités intéressantes. Ainsi, de plus en plus de programmes de recherche publics, souvent portés par l'Agence nationale de la recherche, demande à ce que des acteurs de la société soient intégrés au projet. C'est ce qu'on appelle des projets sciences et société, souvent sciences par et pour la société ou avec la société. Et donc ici, les associations, ils sont largement bienvenus. Nous-mêmes, à Designer Éthique, on porte un projet de ce type qui s'appelle Limite Numérique. Et un autre exemple qu'on peut donner, c'est si votre association est fiscalisée, on va en parler dans cet épisode, vous pouvez demander, comme les autres entreprises, le crédit impôt recherche et donc défiscaliser une partie des coûts salariés de vos chercheurs, que ce soit des doctorants ou des chercheuses qui sont seniors. Voilà. Tout ça pour dire que la recherche a toute sa place dans le secteur associatif, et ce sous de multiples formes, mais reste maintenant à savoir comment
initier ces pratiques et ces projets qui peuvent paraître lointains, voire exotiques à des responsables associatifs qui peuvent être peu familiers de ce domaine. Alors c'est ce qu'on fait dans ce podcast, c'est ce qu'on cherche à faire en tout cas dans ce podcast, puisque de nombreuses associations qu'on a reçues à ce micro s'inscrivent dans des projets de recherche en le verbalisant plus ou moins, mais en tout cas, on cherchait à aller plus loin sur ce sujet, à recevoir une association qui est allée jusqu'à salarier une personne chercheuse à temps plein, il me semble, Pauline, pour discuter justement de la façon dont ça s'est construit et dont ça se passe. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir Dory et Pauline de Fréquence École à ce micro. Rebonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup, Karl, pour ce petit édito. Et du coup, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'avoir un peu ce qu'on fait d'habitude dans tous nos épisodes, c'est-à-dire la carte d'identité de Fréquence École, pour qu'on arrive un peu à vous situer dans le vaste monde des associations. Alors, Dory, Pauline, on va vous poser 3 questions. Est-ce que vous êtes prêtes ? Absolument. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, tout simplement, Fréquence École, qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Fréquence École, aujourd'hui, on travaille pour essayer de trouver des méthodes, des solutions qui permettent, de développer les compétences numériques des enfants, des adolescents et des adultes qui les accompagnent. Mais en fait, plus ça va, plus on essaye plutôt d'essayer de trouver des solutions et des méthodes qui permettent en fait aux enfants et aux adolescents de mieux vivre la transformation numérique en cours et de s'en saisir positivement, on pourrait dire ça, puisque la question des compétences n'est peut-être pas le seul prisme finalement de notre accompagnement aujourd'hui. Et par ailleurs, évidemment, d'aider, et c'est plutôt notre public, les professionnels, voire les parents, à intervenir auprès de ces jeunes ou à accompagner ces jeunes, sachant que les parents sont en train de se déplacer pour devenir un public à part entière. C'est-à-dire que historiquement, c'était plutôt les enfants, les adolescents et les adultes qui les accompagnent. Et puis aujourd'hui, c'est les enfants, les adolescents et les parents. Et comment est-ce qu'on aide les professionnels qui les accompagnent finalement à intervenir auprès d'eux et à vraiment considérer l'importance de ce sujet aujourd'hui. Et concrètement, ça prend quelle forme d'action ? Ouais, c'est du ça. coup, je voulais bien compléter ça, décrire un peu à quoi ça ressemble. En fait, on va dire que au quotidien, on fait de l'ingénierie pédagogique, on conçoit des ateliers, des dispositifs, des outils, des supports, des contenus qui permettent de développer de nouvelles connaissances sur les mondes numériques et les expériences qu'on y vit. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité. L'autre gros volet de l'activité, c'est la formation. Donc, en fait, on va accompagner des professionnels à se saisir de ces outils-là ou à comprendre, en fait, les problèmes posés par la transformation numérique pour les différents publics dont Dory vient de parler. On a une troisième activité qui est finalement plus liée à l'animation en fait, de tous ces sujets-là, le plus souvent sous une forme événementielle. Donc, on va organiser des événements ou participer à l'organisation d'événements en proposant des contenus éditoriaux, des intervenants, des sujets. Et c'est déjà pas mal, je pense. Et puis là, la dernière forme qui est en train de se développer, c'est celle de l'accompagnement de collectivités, de territoires qui ont envie de structurer des politiques publiques de manière plus poussée autour de tous ces sujets, en tout cas de les articuler entre eux. Donc on essaye là de travailler en appui finalement de collectifs, soit élus techniciens, soit associatifs, soit les deux, pour que sur un territoire, ces sujets-là prennent forme dans des partenariats, des alliances. Voilà. Grosso modo, c'est ça notre activité. Top, merci beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être pour essayer, parce que tu viens de parler un petit peu de l'événementiel que vous faites, mais c'est quand même des gros événements à la fois professionnels et publics, et j'en cite quand même au moins 2, parce que peut-être que ça peut intéresser quand même les auditeurs et les auditrices. Donc il y a Super Demain, qui là est plutôt centré sur les questions de parentalité, si je me trompe pas. En fait, c'est un événement pour les enfants et les parents d'enfants de moins de 12 ans. Donc, en gros, globalement, il faut avoir moins de 12 ans pour venir à Super Demain ou être un parent d'un enfant de moins de 12 ans. Ou professionnel qui accompagne. Ou professionnel sur la journée professionnelle pour penser la manière dont on accompagne les questions de parentalité numérique
et aussi évidemment la question de l'éducation des moins de 12 ans. Donc c'est vraiment c'est assez serré comme projet, et de plus en plus Super Demain, c'est même un projet qui a vocation justement à s'installer sur d'autres territoires et d'aider des territoires à organiser Super Demain pour tenter cette formule qui est assez folle, qui est de faire venir... Super Demain, l'année dernière, c'est 3600 parents et enfants pendant 2 jours. Donc, c'est plutôt du gros événement et qui n'est pas du salon. Parce qu'en fait, quand on parle d'événements, tout le monde imagine du salon, avec des stands, des trucs. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est un peu le Disneyland de l'éducation numérique, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quand même pas Disneyland. D'abord parce que nous n'avons pas les moyens de Disneyland, je tiens à le dire. Mais par contre, on est bien dans l'idée de vivre des expériences ludiques qui vont permettre de se saisir, en fait, des questions numériques et de, pour le coup, de faire le tour du sujet numérique. Et pour le coup, on a des espaces parages, un peu comme à Disneyland. On a des activités qui sont conçues vraiment pour vivre des expériences en groupe, en individuel, etc. Donc bref, c'est une expérience immersive qui mobilise quand même, pour l'anecdote, 70 médiateurs pendant 2 jours pour pouvoir faire tourner toutes les activités. Et du coup, c'est une très bonne transition. Si vous n'êtes pas Disneyland, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre modèle économique et de comment vous arrivez... Alors déjà, premièrement, peut-être une idée de votre budget un peu global, de la répartition, et aussi comment vous arrivez à articuler, parce que mine de rien, là, j'ai entendu, il y a de la formation, il y a de l'événementiel, donc si on vous a invité, c'est aussi qu'il y a de la recherche. Tout à fait. Alors, peut-être, c'est là que je vais être obligée d'expliquer un truc un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer simplement. On a fait un choix il y a maintenant 4 ans. En fait, nous, Fréquence École, c'est une association d'intérêt général qui est donc non fiscalisée, qui peut bénéficier du mécénat. Sachez que, par contre, on n'en a pas touché l'année dernière parce que c'est pas si facile d'avoir du mécénat. Mais en l'occurrence, le modèle est un modèle purement non lucratif, intérêt général, etc. Et on en a fait presque aussi une sorte de totem en interne, en se disant, nous, quand même, on est des acteurs de l'intérêt général, quoi. Et donc, en fait, on n'a pas voulu compromettre, évidemment, ce caractère d'intérêt général. Et il se trouve que pour fonctionner aujourd'hui avec une équipe de salariés souvent les associations, elles ont besoin en fait de développer ou de diversifier leur modèle économique et donc de faire appel à des prestations, etc. Donc on a fini par créer une filiale qui est donc une SASU, pour ceux que ça intéresse, dont l'unique actionnaire est l'association. Donc en fait c'est un truc tout simple, c'est juste que en fait il y a bien une entreprise privée qui est la filiale, qui, elle, a les activités dites concurrentielles marchandes. Et on a une association qui garde toutes les activités d'intérêt général qui sont donc considérées non concurrentielles, non marchandes, en tout cas qui ne viennent pas compromettre le caractère d'intérêt général. Et par contre, on a voulu conserver ce qu'on appelle une unicité de direction. Donc, par contrat de travail, je suis la directrice, mais je suis aussi la présidente de la filiale, pour que du coup il n'y ait pas de potentielle rupture voilà. Et comme ça la gouvernance reste bien collective de l'intégralité de l'organisation. Et donc on va parler d'argent. Du coup, évidemment, par exemple, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est très concurrentiel. Donc, la formation professionnelle, elle est dans la filiale. La vente d'objets, parce que nous, on fabrique des kits pédagogiques qui peuvent être vendus. Alors, c'est plutôt des kits tangibles, etc. Mais en l'occurrence, on en vend, même si on n'en vend pas beaucoup. Ça, c'est dans la filiale. Par contre, quand on développe un commun et que du coup, ce commun, en fait, c'est pas un modèle économique à ce point-là extrêmement robuste. Des fois, il est même d'ailleurs en fonction de la nature du partenaire du commun, il peut être porté par les 2 organisations. Et Super Demain, c'est un projet événementiel financé avec de l'argent public, essentiellement de la subvention, etc. Donc lui, porté par l'association. Et donc, en fait, c'est tout construit comme ça. Et sur l'ensemble, aujourd'hui, ce qu'on appelle le budget cumulé, enfin le chiffre d'affaires cumulé, en théorie, on dit comme ça. Donc, le chiffre d'affaires cumulé des 2 organisations, prévisionnel pour 2025, mais c'est à peu près la valeur de l'année dernière, on va être à 1 700 000 €. Ce qui reste quand même un budget confortable. Alors, on a beaucoup de prestats, parce que l'événementiel, c'est beaucoup de prestats aussi quand même. Et donc, ce 1,7 million, il y a à peu près, en tout cas sur 25, ce sera 833 pour l'asso et le reste pour la SASU, sachant qu'en fait, l'asso, elle a les subventions. Elle a les projets, même en Presta, qui restent dans le domaine de l'intérêt général. Mais par ailleurs, elle a un autre modèle. C'est l'association qui embauche une grande partie des salariés de Fréquence École aujourd'hui. Et donc, la filiale, vu qu'elle n'a pas beaucoup de salariés, elle en a
en l'occurrence, elle a Pauline Reboul en salarié. C'est la chercheuse, donc. Eh bien, du coup, la filiale va acheter le temps de travail des équipes salariées à sa maison mère. Et donc, du coup, c'est une des recettes de l'association, c'est de pouvoir bénéficier, en fait, de... Par contre, elle ne fait pas de résultats. Bon, enfin, en gros, c'est très fiscal, mais ce que ça signifie juste, c'est qu'en gros, la moitié des postes, à peu près 40% des postes de la maison mère sont financés par la filiale, dans le cadre des activités de la filiale, qui a besoin de salariés pour pouvoir fonctionner et qui achète à sa maison mère, prix coûtant, sans marge, les salariés et la structure dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. On t'a bien suivi. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux... du coup, tu as répondu à deux questions d'un coup, le financement et comment vous êtes organisé. Est-ce que tu peux juste repréciser un peu le nombre de personnes, du coup, salariées ? Bien sûr. En fait, il y a 11 salariés par la maison mère, donc... Et une salariée, bientôt 2 en l'occurrence, mais parce que la deuxième, elle sera salariée que sur une mission projet qui est vraiment portée que par la filiale, donc ça vaut pas le coup de... Enfin, vous voyez, il y a des moments donnés, on peut décider de salarier que pour la filiale quelqu'un sur un CDD ou sur une période plus courte, parce que on va se dire que c'est pas la peine de passer par la maison mère. C'est-à-dire, faut être assez au clair avec ça. C'est important de considérer qu'en fait, pour nous, c'est la même orga. C'est juste qu'en fait, c'est les mêmes activités, c'est la même organisation, c'est le même projet stratégique. C'est juste que, en fait, c'est porté par 2 organisations différentes, car elles ont des modèles d'affaires un peu différents et des conditions de fiscalité différentes. Et donc, du coup, forcément, on arbitre en permanence en disant « Ok, ça, c'est de la filiale, ça, c'en est pas. » quoi. Mais au quotidien, c'est une seule et même équipe. Enfin, et personne, franchement, je pense que personne ne s'en rend vraiment compte au quotidien. Je pense que c'est plus moi qui me rends compte quand je fais des budgets et du traitement de factures, quoi, en gros. Mais c'est quand même 2 systèmes comptables. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est 2 systèmes comptables. C'est deux prestats en expertise comptable. C'est 2 commissaires aux comptes. C'est vraiment 2 organisations dans un même groupe pour garantir aussi le fait que c'est relativement clean. Et par ailleurs, du coup, il n'y a qu'une gouvernance, qui est donc la gouvernance associative qui prévaut, puisqu'elle prévaut sur moi, donc sur mon statut et de directrice et de présidente. Et justement, tu peux revenir un peu sur ce modèle de gouvernance, qui le compose Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas beaucoup d'adhérents. On a un CA qui sont adhérents. Ils sont une grosse dizaine, et on a un bureau de 3 personnes. Ce CA, il représente finalement plutôt des gens qui sont convaincus des enjeux d'éducation numérique et qui vont venir aussi bien du monde de l'éducation nationale, finalement, que par moments du monde de la création, qui sont aussi des gens... notre présidente, par exemple, elle a monté un gros réseau de spécialistes de la communication publique et territoriale. Elle est convaincue de l'importance de l'éducation. Elle était à la retraite. Elle s'est engagée à nos côtés, etc. Mais c'est vraiment une gouvernance qui est forte et qui représente vraiment des acteurs très différents et qui représente plutôt des individus, même s'il y a quelques représentants d'organisations comme... le centre régional d'information jeunesse de notre territoire. Vous voyez, mais c'est plutôt des individus qui portent la démarche aujourd'hui associative de Fréquence École. Écoutez, merci beaucoup J'allais juste poser une dernière question, je ne suis pas sûre que vous l'ayez mentionné, l'âge de l'association. En fait, Fréquence École, c'est une très vieille maison. Elle est née en 91 dans le giron des radios libres, puisque Fréquence École, c'était la fréquence des écoles. Et c'était de la radio scolaire. Et en fait, pour l'anecdote, Pauline, avant d'être chercheuse au sein de Fréquence École, enfin pour Fréquence École du coup, elle était aussi salariée d'ailleurs de Fréquence École, mais il y a très longtemps, puisque nous, on a repris ensemble toutes les 2 en codirection Fréquence École en 2002. Je te remercie de le rappeler. Et Pauline, après, elle est partie au bout d'un moment, mais c'était longtemps après quand même, en 2016. Et puis après, elle est passée un doctorat. Et puis après, tu t'es dit que tu pouvais mettre... Que je pouvais revenir. Ouais, que tu étais prête. Et nous, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux qu'une docteure qui connaissait notre activité et qui était prête à venir nous challenger. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu vas, Karl ? Oui, alors précisément, la question, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à salarier une chercheuse ? Peut-être que, Pauline, justement, tu pourrais raconter ton parcours de recherche. Quand on dit que tu es chercheuse, est-ce que ça sous-entend que tu as fait un doctorat, dans quelle discipline, à quoi tu t'es intéressée et comment est-ce que tu en es revenue à Fréquence École donc ?
En fait, je pense que mon parcours de chercheuse, il démarre à Fréquence École d'une certaine façon. Alors, par plusieurs aspects. À l'époque où je suis salariée en codirection avec Dory, je pense qu'au bout d'une dizaine d'années, on s'est mis à collaborer avec des chercheurs pour plusieurs sujets. On a notamment monté un gros programme de recherche sur les usages d'Internet des enfants et des adolescents. Et à ce moment-là, moi, il s'est trouvé que sur ce projet-là, puis sur d'autres, j'avais une fonction d'animation, finalement, d'une démarche de recherche réalisée par des chercheurs, mais pour le compte d'une association. Donc, j'étais quelque part demandeuse de ce travail réalisé par des chercheurs. Je pense qu'il y a eu une appétence assez forte, en fait, à ce moment-là, qu'on a partagé toutes les deux avec Dory. Moi, en particulier, je pense que ça me fascinait beaucoup d'avoir ces ressources-là, d'avoir cet espace-là de réflexion sur notre activité. Donc, voilà, je pense que là, il y a un premier germe qui arrive. Et puis, l'autre truc aussi qui m'emmène vers la recherche, c'est l'évaluation. Qui alors apparaît comme, je pense, pour beaucoup de structures associatives, un peu comme une contrainte institutionnelle, mais moi qui m'intrigue quand même beaucoup. Et toi, pareil. En tout cas, on a assez vite trouvé de l'intérêt à cette injonction de l'évaluation. Et alors, je me suis formée. En fait, j'ai repris un master en évaluation des politiques publiques. Et à ce moment-là, en fait, je pense que dans le cadre du master, la notion de recherche appliquée commence à apparaître parce que l'évaluation en tant que telle, c'est déjà une forme de recherche appliquée, en fait, où on se met à utiliser, à produire, en fait, de la réflexivité sur ce qu'on est en train de faire et sur les raisons pour lesquelles on les fait, à utiliser des outils de la recherche pour objectiver un certain nombre d'intuitions, de ressentis. Donc voilà, essayer de formaliser, de documenter ce qu'on fait et de le partager. Donc, en fait, je pense que ces deux éléments-là font que j'avais le goût pour la recherche et j'avais le goût pour la recherche appliquée. Et après, il y a eu un passage à l'acte pour plein d'autres, parce que je pense que moi, la direction de structure associative me fatiguait beaucoup. Ouais. Voilà, la gestion, les budgets, tout ça, les filiales, c'était plus, ça me plaisait plus. Même si le projet, la démarche associative m'a toujours portée animée, mais la direction de l'association plus du tout. Voilà, donc ça c'est l'histoire personnelle, mais donc je quitte l'association et je pense que, je sais pas, il y avait un plan A, je fais une thèse, et puis un plan B, je sais plus trop, mais bon, c'était à peu près ça l'idée. Et après, alors, le projet de thèse, il arrive avec une envie de me former à la recherche, ça c'est la première chose, et puis avec un questionnement un peu flou auquel j'ai envie de trouver des réponses. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je sais pas, d'ailleurs. En tout cas, à 40 ans, quand on veut faire un doctorat, ça s'est passé comme ça pour moi. Et j'avais très envie, moi, de continuer à me questionner sur le système éducatif et la manière dont le système éducatif intègre, absorbe, transforme, digère, je sais pas, cette question du numérique de manière générale. Et on avait vraiment un sujet à l'époque de l'association, et puis derrière que j'ai continué à porter, c'est finalement comment est-ce c'est quoi les leviers qui font qu'on passe d'un enseignant innovant à finalement une équipe d'enseignants qui partagent des pratiques en commun. C'était à peu près, grosso modo, c'était ça ma question. Et puis après c'est la vie. Je rencontre des gens, je parle de mon projet. Il se trouve que je discute avec la métropole de Lyon, avec qui j'avais collaboré de ce projet de thèse, qui dit « Ah, c'est super, à la métropole de Lyon, on a des postes... en fait, on a une délibération qui sanctuarise 7 postes de CIFRE, de doctorants en CIFRE. Donc, en fait, cette collectivité accueille en permanence 7 doctorants en CIFRE pour des projets de recherche qui font sens pour les différentes directions. Donc, c'est les directions qui font appel à ce dispositif-là. Donc, ça s'est fait assez simplement.
J'ai trouvé un labo. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé mon directeur de recherche au Google. Il en est très, très fier. Ça lui plaît beaucoup. Et voilà. Alors après, pareil, du coup, mon sujet, il était dans le domaine éducatif, mais j'ai sollicité des directeurs en sciences de l'éducation et en sciences de l'information et de la communication. Et c'est l'Infocom qui l'a emporté. Vive l'Infocom. Vive l'Infocom. Je suis infocomiste. C'est ça. Donc, du coup, j'ai suivi un parcours de doctorat en sciences de l'information et de la communication dans une université toulonnaise. Donc, j'étais en école doctorale à Toulon, en poste à Lyon. Voilà, j'ai eu donc du coup 3 ans de contrat avec la métropole de Lyon. J'étais dans une DINSI, la direction des systèmes d'information, et je travaillais au sein de l'équipe qui développe l'environnement numérique de travail qui est fourni au collège, sur une question de finalement, eux, leur problème, c'est comment est-ce qu'on développe les usages des enseignants. Enfin, c'était assez question de collectivité. Et moi, j'ai greffé ma question de recherche là-dessus et puis développé tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail peut-être tout de suite tout de suite ou même tout court, mais de mon projet de recherche. Mais pour finir, donc c'est 3 ans, un contrat CIFRE. Moi, derrière, j'en ai pris 2 pour finir ma thèse et la soutenir. Un classique. Voilà. Donc, je fais ça en 5 ans. Et avant même ma soutenance, Dory m'a appelée pour me proposer de travailler pour Fréquence École autour d'une étude, d'un diagnostic sur les besoins de formation des enseignants. Et donc, du coup, elle avait besoin d'une compétence de recherche. En fait, j'ai commencé à la vendre à ce moment-là. Sans qu'elle le sache. Sachant que je savais que le doctorat ne tarderait pas, je me suis dit, il faut se placer maintenant. Donc en fait, ce qui est assez intéressant sur cette étape-là, c'est que je réembarque dans le cadre d'une activité associative pour un projet dont le périmètre est très, très, très délimité. En fait, c'est une étude de diagnostic, pas forcément très intégrée au reste des activités, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, tu le dis. Mais qui, à l'inverse, me permettent de collaborer avec mon directeur de thèse, des chercheurs d'autres labos. Enfin, donc, du coup, on monte un comité scientifique avec des labos en sciences de l'éduc et des labos en infocom, donc Techné, IMSIC, Lean et tout ça. Et du coup, à ce moment-là, je commence à voir qu'effectivement, cette espèce de rôle pivot entre du coup un collectif de chercheurs académiques et un besoin associatif en lien avec finalement un commandeur, une commande, c'est pas une commande publique, c'est un soutien. C'est la MICMA, c'est pour le SGPI, donc c'est l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, qui est porté du coup par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Exactement, et qui du coup vient directement alimenter aussi les stratégies portées par l'État. Et nous, on remporte une proposition qui est une proposition de diagnostic. D'ailleurs, on avait commencé par un petit diagnostic pour le ministère en direct, pour le cabinet de Monsieur Blanquer. Et après le petit diagnostic, on fait du coup un gros diagnostic parce qu'on sent bien là qu'il y a un sujet et qu'il faut le pousser, mais on le pousse en mode recherche, quoi. Mais donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que sur cette étape-là, la recherche. cette étape qui précède la création du poste, je vois bien et on voit bien collectivement qu'il y a quelque chose d'intéressant à penser autour de ce rôle un peu de médiation entre des travaux de recherche, des besoins associatifs, et qu'effectivement, parce que je connais un peu les deux mondes et que j'ai les deux cultures, j'arrive assez bien à le faire. En fait, je pense qu'il y a ça qui se passe. Et comme je l'ai dit juste avant, je pense que mon parcours de chercheuse se fait à travers la question de la recherche appliquée uniquement. Enfin, ça m'anime depuis le début. En fait, je suis câblée comme ça dès le départ. Et justement, est-ce que ça vous est pas... Est-ce qu'à un moment, s'est posé la question que tu fasses ta thèse directement à Fréquence École ? Non. Ou à ce moment-là, c'était pas envisageable, vous n'aviez pas connaissance des dispositifs ? Si, on les avait. C'était pas envisagé, c'était volontairement pas envisagé. Moi, j'avais besoin de voir autre chose. En vrai, après, mais on peut se le dire, tu avais vraiment besoin d'aller voir ailleurs. Nous, on travaille ensemble et on se connaît depuis qu'on a 15 ans.
On a travaillé toute notre vie ensemble. À un moment donné, Pauline, elle dit j'ai besoin d'air, quoi. Et en plus, j'ai envie de faire un doctorat. Autant te dire qu'on va aller le faire. Je vais aller le faire ailleurs, même Toulon, tu vois, c'était déjà plus loin que voilà. Et je pense qu'il y avait et moi, j'avais besoin de prendre ma place de dirigeante unique aussi. Je crois que j'avais besoin. Et d'ailleurs, je pense que la structure que tu as quittée n'est pas la structure que tu as retrouvée. Je pense que... Et Pauline est venue apporter quelque chose d'hyper différent. C'était très important pour nous. Ça va peut-être paraître difficile à croire, mais à aucun moment, on a anticipé, prémédité le fait que je revienne. En fait, c'était vraiment pas le projet. En fait, c'était... Enfin, bref, je pense que c'est... Ah non. Et puis alors, pour le coup, je crois que ni elle ni moi, pour moi, c'était... il y a 2 projets, il y a encore beaucoup d'amour et d'amitié, mais bon, voilà, quoi. La vie, des fois, c'est savoir s'aimer en se quittant. Le deuxième sujet de cet épisode, c'est la codirection d'association, c'est ça ? Qui est un vrai sujet, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, moi, j'avais jamais lâché l'idée qu'on avait besoin d'expertise, en fait. Surtout que moi, je suis plutôt... pas mauvaise en direction et en ingénierie, mais en fait, sur tous les aspects un peu prospectifs, et elle est bien placée pour le savoir, parce qu'on travaille ensemble des fois, j'ai besoin d'air. Et en fait, c'est vrai que son absence aussi a enlevé ce truc-là qu'on avait finalement beaucoup quand elle était là. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, naturellement, finalement, il y a eu, d'ailleurs avec d'autres aussi, des collabs pour essayer d'avoir un peu de l'air... j'allais dire intellectuellement, et puis voir loin. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout d'un coup je comprends qu'en fait on a notre place sur des diagnostics et qu'on peut apporter des choses, là en effet, tout d'un coup ça se revisite. Parce que tu identifies un modèle économique, en fait, si je comprends Absolument. bien. Non, mais en fait, c'est un vrai sujet. Non, mais moi, je suis une gestionnaire. Donc, il y a un moment donné, je me dis, OK, en fait, nous, on en a besoin. Le monde en a besoin parce que je suis une gestionnaire ambitieuse. Tu vois. Donc, nous, on en a besoin. Le monde en a besoin. Et vraiment, je suis très sincère quand je dis le monde en a besoin parce que, par exemple, les gens qui veulent travailler avec nous aujourd'hui sur des études ne veulent pas travailler avec des chercheurs en direct. C'est quand même intéressant. Ils ne veulent pas aller travailler avec des labos. Ils ont besoin de cette espèce d'acteur intermédiaire qui va gérer, qui dit « Ah non, moi, gérer des chercheurs, non merci ». Donc, ils ont besoin finalement d'une zone où, toi, tu appelles ça, tu dis on fait de la médiation en recherche, mais en fait, on crée une zone, en tout cas, qui est une zone qui va leur permettre aussi, qui va les accompagner dans la problématisation de leurs besoins aussi pour certains, et qui va par ailleurs quand même ne pas oublier que les chercheurs sont là aussi pour nous apporter des choses. Et parfois, Pauline aussi, elle remet, j'allais dire, l'église au milieu du village en rappelant aussi ce qu'est la recherche. Parce que des fois, tu vois, on peut se retrouver embarqué dans des trucs où c'est plus de la recherche, en fait. Après, il y a peut-être je pense que mon sujet de recherche, enfin mon sujet de thèse n'est pas du tout étranger à tout ça. Moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle... Du coup, on va en parler, en fait. Oui, on va en parler. En même temps, peut-on ne pas parler du sujet du sujet en d'une tout cas, doctorante ou d'un doctorant ? Mon point de départ, c'était finalement comment est-ce qu'on accompagne, on développe les usages des enseignants. Puis en définitive, une fois que je suis dans une organisation, je me suis plutôt intéressée à comment est-ce que les acteurs qui sont dans cette organisation collectent de la connaissance pour savoir comment faire évoluer leur outil. Au final, je me suis intéressée au processus de conception et à la façon dont les organisations créent des connaissances, les font circuler. Donc, mon domaine, mon centre d'intérêt, c'est la connaissance et les organisations. Et du coup, de fait, intégrer une dynamique de recherche dans une structure associative, c'était juste déplacer cette question dans un nouvel environnement. Et je m'intéresse toujours à de quelles connaissances est-ce que les acteurs avec lesquels je travaille, mes collègues, ont besoin pour avancer, quel outil on va pouvoir développer pour les collecter en tenant compte de nos contraintes, en fait. On ne peut pas faire effectivement des démarches de recherche très poussées tout le temps parce que le temps de l'activité associative, de ces contraintes économiques ne le permettent pas. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ces compromis, la façon dont on construit collectivement des connaissances. Et c'est en même temps mon sujet de recherche. Alors, du coup, il y a son sujet de recherche, le fait que c'est ce qu'elle aime faire et que du coup, c'est hyper bénéfique parce qu'on voit bien comment ça fait du lien à l'externe, mais aussi en interne. Et par ailleurs, il y a quand même un effet économique qui est
qui par contre, pour le coup, n'existe plus, qui est qu'à l'époque, elle vient d'avoir son doctorat, Donc, elle est éligible au statut de jeune docteur, elle est prise en charge à 120%. Si elle est salariée par la filiale, en fait, elle coûte 0 pendant 2 ans. Voire elle ramène de l'argent. En fait, elle ramène de l'argent même. Parce que, voilà, sachant qu'on a été pour le coup, on a été hyper straight. C'est-à-dire, quand elle était vendue, tu vois, en fait, il n'y avait que le temps non vendu sur lequel on appliquait le 120%. On a été d'une rigueur et d'une justesse. Aussi, si les impôts nous écoutent. Si les impôts nous écoutent, ce qui n'empêche qu'on a voulu jouer le jeu aussi, mais parce qu'on était en train de construire un modèle éco. Donc, en fait, on voulait pas se dire, tiens, en fait, c'est juste un effet d'opportunité. C'était très sincère, en fait, dans notre approche. On a perdu l'avantage fiscal normalement. Moi, j'ai toujours pas vu de circulaire. Donc, c'est sorti. C'est 15 février. C'est ça? Oui, c'est 15 février, ouais. Ouais, je pense que là, on rentre dans la tambouille du monde de la recherche qu'il faut peut-être justement qu'on décortique pour nos auditeurs, parce que précisément tout le monde... Expliquons-le. C'est quoi les mécanismes de financement de la recherche? Les mécanismes de financement de la recherche, quand tu es chercheur, et que tu viens d'obtenir un doctorat et que tu es dans les 5 ans qui suivent l'obtention de ton doctorat et que c'est ton premier CDI, à l'époque, c'est-à-dire avant février 2025, tu pouvais bénéficier d'une prise en charge à 120% de ton... en fait, c'est le doublement, etc. Mais en gros, ton salaire fois 120%, donc défiscalisé. Et donc, c'est juste que c'est défiscalisé, mais quand même, ça apparaît en recette dans ton compte de résultat quand tu es une organisation. Donc, c'est quand même... c'est de la recette fiscale, mais c'est quand même de la recette. Donc, en fait, en gros... Ça veut dire que Pauline, je sais pas, imaginons qu'elle coûte, je vais dire n'importe quoi, 50 000 € par an, et ben en fait, elle rapporte 60, quoi, à peu près, quoi. Et donc, en fait, c'est juste que, par contre, tu as un gros décalage de trésorerie, quand même, c'est important de le dire, c'est-à-dire que tu vas toucher, y a un décalage au moins d'1 an, quoi, à peu près, quoi. Et donc, ça veut juste dire que, en gros, cet argent, tu l'auras bien un jour, à partir du moment où tu fais vraiment de la recherche et que tu fais la preuve que tu fais vraiment de la recherche et que tu fais ça bien, etc. Mais en l'occurrence, c'est quand même un avantage fiscal important. Et par ailleurs, l'ensemble des autres postes associés à le temps de travail passé aux activités de recherche, qui ne concernent pas que Pauline, qui concernent aussi moi, par exemple, sur certains projets, nous, on a 2 designers qui participent aux activités de recherche. En fait, 30% de leur coût salarial, sur le temps passé, est pris en charge aussi dans le cadre de ce crédit impôt recherche. Donc, en gros... C'est ça. C'est ça, le crédit impôt recherche. Et en gros, c'est juste que nous, on cumulait les deux dans des situations très différentes. C'est-à-dire Pauline sur son activité de jeune docteur et les activités des chercheurs, etc. Mais depuis février 25, de toute façon, le sujet est clos. En gros, le statut sur les jeunes docteurs a changé. Alors, je ne sais pas exactement comment il a changé, et donc on va en reparler. Et par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que sur les activités de recherche, le 30% s'applique sur les organisations... Tu voulais compléter, Pauline, sur le statut de JEI de jeune docteur. En fait, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres façons de financer de la recherche dans les structures associatives. On peut avoir, on peut porter des projets de recherche et avoir des subventions pour financer le projet de recherche. Là, en l'occurrence, on utilise pour l'instant que le dispositif fiscal. Alors, ce qui sous-entend quand même un petit astérisque qui est très important, qui est que pour bénéficier du CIR, il faut donc être fiscalisé. Absolument, mais c'est valable pour les associations fiscalisées par contre. Voilà. Et nous, en l'occurrence, c'est pour ça que la filiale peut héberger l'activité puisqu'elle est fiscalisée. Et je ne sais pas, peut-être que c'est important de préciser globalement. En gros, en France, il y a un certain nombre de mesures fiscales qui finalement soutiennent l'effort consenti par des entreprises du secteur privé en recherche et développement, du coup leur accordant un crédit sur les impôts qu'ils doivent au titre de l'IS. En fait, c'est ça Donc, admettons que la structure qui est fiscalisée a un volume de 100 par an qu'elle consacre à la recherche et développement. Eh bien, elle a en fait un crédit de 30% de cette dépense sur les impôts qu'elle doit payer. Ça, c'est le dispositif crédit impôt recherche. Et il y a, du coup, dans ce dispositif, il y avait une mesure complémentaire qui concernait l'embauche en fait de jeunes docteurs, ce que Dory vient de décrire, et qui permettait en fait d'augmenter l'assiette en fait de prise en charge des dépenses à 120%. Donc, c'est pas 30, c'était 120. Et ça, cette mesure supplémentaire du crédit impôt recherche a été supprimée dans le budget 2025
au 14 février. Donc, du coup, il n'y a plus cette bonification, mais le crédit impôt recherche continue de fonctionner. Et peut-être que c'est le bon moment pour parler de l'autre dispositif qui est un peu le regard de ce dispositif-là, qui est le dispositif CIFRE. Donc, tu parlais, puisque tu en as bénéficié quand tu étais doctorante, donc qui est un dispositif qui permet d'embaucher en salarié une personne qui va faire une thèse au sein de sa structure, donc qui est salariée pour faire de la recherche pendant 3 ans dans l'objectif d'avoir un doctorat. Et donc le dispositif CIFRE est un dispositif qui permet d'aller chercher du crédit impôt recherche quand on est une association défiscalisée. Quand on est une association fiscalisée, pardon, si je commence à faire des erreurs, ça ne va pas le faire. Avec une précision, je crois que Pauline peut préciser. Et alors vas-y, oui, je t'en prie. En fait, la convention CIFRE, elle donne droit à une aide. Voilà, à la subvention de la NRT. Donc, il y a une subvention de la NRT qui est... de 42 000 € sur l'ensemble de la thèse. C'est ça, donc, et qui, du coup, en fait, est déduite de l'aide du crédit impôt recherche accordé sur place. Donc, admettons qu'on a, pareil, 100 qui concernent, du coup, le coût du poste du doctorant. Il y a 45 qui est de l'aide d'État venant de la NRT. Et bien, du coup... il reste 55, quoi. Il reste 55 sur lequel le crédit impôt recherche va prendre en charge 30%. Voilà. Tout à fait. Néanmoins, ce que ça sous-entend tout de même, c'est que embaucher un ou une doctorante en CIFRE, si on est éligible au crédit impôt recherche et en plus si on a donc la subvention de la NRT, ça peut devenir une charge relativement faible pour une structure et c'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises privées aujourd'hui font appel à des doctorants ou des doctorants de CIFRE. Ce qui est encore, d'autant plus intéressant pour une structure associative qui voudrait initier en fait une démarche de recherche, je pense, dans la CIFRE, c'est que la CIFRE permet aussi de prendre appui sur l'encadrement académique du doctorant. C'est-à-dire qu'en gros, une CIFRE, c'est un accord entre un laboratoire et une entreprise autour d'un projet de recherche qui est du coup mis sous la responsabilité d'un doctorant. Ça veut dire que du coup, il y a une ressource qui travaille sur le projet de recherche, mais il y a aussi son directeur de recherche qui va venir faire échanger avec l'équipe de l'association. Donc, c'est très enrichissant au-delà simplement même d'avoir un salarié chercheur pendant 3 ans dans la structure. Oui, tout à fait. On est rentré dans des détails techniques, mais je pense qui sont importants. Bah ouais, parce que sans ça, en fait, c'est pas si simple. D'ailleurs, nous, on l'a pas fait tout seul. Hein. Ok, vous vous êtes fait accompagner ? Nous, on s'est fait accompagner. Ça n'a pas coûté si cher d'ailleurs, mais on s'est fait accompagner parce que le montage était... ça ouvrait, ça mérite quand même d'analyser un peu son activité, de voir ce que ça veut dire, de comprendre un peu les contraintes. On a pris donc un cabinet qui nous a accompagnés là-dessus, sachant que moi, au départ, je m'étais même dit qu'on allait créer une JEI, enfin une filiale, genre JEI. Un autre dispositif. Voilà, qui est donc une jeune entreprise innovante, qui aurait été une filiale du groupe associatif, toujours dans les mêmes logiques, vous voyez. Et bon, là, je me suis un peu calmée. Je me suis dit, bon, le morcellement, c'est sympa, mais c'est à ses limites. Mais en tout cas... ce qu'il y a de vrai, c'est que du coup, toute la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait faire financer des activités de recherche, pour le coup, et qui étaient par rapport à nos besoins à nous. Et donc, c'est pas la même chose que de vendre de la presta ou de faire du diagnostic, même si ça nous intéressait. Et d'ailleurs, je me souviens de ce diagnostic qu'on fait sur les compétences numériques des enseignants, qui ne sont pas nos principaux sujets cibles. On travaille pas massivement avec les enseignants. C'est pas du tout dans nos priorités. Je me souviens que Pauline finit par dire, non mais en fait, du coup, si on fait des travaux de recherche sur cette question-là, dans quelle mesure on intègre la question des enseignants un peu plus à notre projet associatif? Et moi, je suis là, je sais pas, j'avais pas réfléchi comme ça. Et en même temps, je pense que cette idée, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, le choix qu'on a fait, c'est de faire financer notre expertise, enfin en tout cas, l'enrichissement de notre expertise, pour partie avec des mesures fiscales, pour partie avec des efforts aussi internes financiers, puisque du coup, il va falloir financer ce poste-là et par ailleurs toutes les activités d'ingénierie, de R&D qui nécessitent du temps en interne. Et donc, c'est vraiment comment est-ce que du coup, en fait, c'est juste qu'on a tracé une stratégie, quoi. En tout cas, on l'a dessinée. On a dit, OK, on va devenir vraiment fort. On va essayer d'être vraiment intelligent. On va essayer de développer des solutions qui sont quand même très robustes. Et pour ça, va falloir qu'on se donne des moyens de réfléchir mieux, en tout cas, à nos sujets, voire
comment tu disais, c'est pas avoir 3 coups de dés d'avance. Tu disais être en avance de phase. Ouais. C'était juste pour le plaisir de le placer. Excuse-moi. Et justement, du coup, comment vous arrivez à l'opérationnaliser ? Parce que de ce que j'ai compris, c'est pas si facile que ça au début. Ça, c'est la partie la plus compliquée, je pense. En fait, une fois que tu te dis super, on va créer un poste de recherche, on a. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'on avait 2 ans. On avait 2 ans où on pouvait errer un peu, on pouvait pas réussir forcément à financer. Oui, puis on avait 2 ans et des ventes. On avait quand même le diagnostic, on avait des Tu veux dire, il y avait des projets dédiés. Ouais, il y avait des projets qui permettaient d'assurer aussi de la visibilité un peu. C'était rassurant en tout cas. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a quand même ce moment-là où il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est que mon quotidien sur une année entière et quelle est ma place au sein du reste de l'équipe. Parce que du coup, ce qu'on dit, faire un diagnostic un peu à côté, c'est pas si dur. Enfin, intégrer une dynamique de recherche dans une activité associative, c'est un autre sujet. C'est finalement articuler des pratiques qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner ensemble en même temps. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est essayer de découper mon activité en sous-catégories. Alors du coup, là, il y avait... j'avais bien compris qu'à un moment donné, on allait me vendre. Voilà. Donc, du coup, j'avais dit... Alors, Presta. Elle avait mis des limites. Elle avait dit, par contre, je te préviens, pas plus de 25% de mon temps, etc. J'avais très, très peur que, en fait, ce poste de recherche soit un poste d'évaluateur interne et externe, en fait. C'était ça et du coup, que ce soit un poste de consultant. Et c'est un risque évident parce que ça correspond aussi à des représentations qu'on va avoir du travail de recherche quand on n'est pas forcément au courant de toutes les facettes de la recherche, en fait. Donc voilà, bref. Donc j'avais mis ces limites-là. Je dis très bien, l'évaluation peut-être, la vente, non, mais... et puis j'avais dit, il faut absolument qu'on arrive à construire un programme de recherche. Donc du coup, qu'on identifie un questionnement qui est partagé par le plus d'acteurs possible de l'équipe, de membres de l'équipe, sachant qu'évidemment on peut pas l'avoir tout de suite puisque c'est le début. Donc ça, c'est un enjeu, c'est faire émerger un questionnement de recherche. Et après, il me semble que j'avais prévu quand même qu'il y ait un peu d'accompagnement interne, en fait, que je sois disponible pour aider sur des petites questions, des petits rétextes, enfin vraiment être là en instrument un peu de réflexivité, mais de façon légère, pour que aussi on puisse se connaître. Tu aurais des exemples un peu de la forme que ça a pu prendre ? Je me souviens qu'il y a eu le projet sur... il y avait un projet, la maille. Non, c'était pas ça. C'était le commun. Le commun. Donc, l'association venait de finir en fait un projet de commun de formation. Et l'idée, c'était de faire un bilan, mais qui soit un bilan un peu prospectif, en fait, de cette démarche, parce qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient en suspens. Et donc, du coup, là, j'avais travaillé avec la chef de projet là-dessus. Alors, l'idée, c'était pas que moi, je produise le bilan et toute seule. L'idée, c'était que je l'aide à formaliser ce bilan. Et donc, on avait travaillé beaucoup sur de la méthodo. Du coup, je lui tirais un peu les verres du nez. On a formulé des hypothèses, en fait. Donc, du coup, on les a écrites ensemble. Et puis ensuite, on s'est réparti deux, trois démarches un peu de collecte d'informations. Donc, elle en a fait. Elle a fait 2-3 entretiens. Moi, j'en ai fait. Et puis ensuite, on a analysé ensemble. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire, pour rappeler de la recherche participative d'une certaine manière, mais c'était en tout cas, que moi, je puisse aider une forme de réflexivité, mais qui est portée par les membres de l'équipe sur des besoins très précis.
Mais en même temps, par exemple, là, cette démarche de rétex, bilan sur le commun de formation, ça nourrit un des axes du projet de recherche associatif. Et qu'au final, on a un axe du projet de recherche associatif qui est sur les communs et les freins et les leviers pour réussir la mise en commun de ressources pédagogiques. Donc, je pense que l'idée, c'était ça aussi, c'est que finalement, tous ces moments où je venais aider, je venais comprendre, je venais travailler avec les membres de l'équipe, ça permettait d'identifier progressivement des sujets qui étaient centraux et qu'on a ensuite intégrés dans le projet. Donc ça, c'est le début. Et je pense que ça prend quand même 3-4 mois. Il y a tout de suite, on me lance quand même sur un projet d'évaluation. Vendu. Pas vendu, interne. Non, et là, c'était bien. Donc, en fait, il y a une grosse mission en mesure d'impact de l'événement Super Demain, qui, pareil, fait émerger en fait une question de recherche associative derrière. Tu vois, donc on a quand même. De toute façon, c'était un problème que l'équipe se pose. Donc, il fallait le prendre comme tel et voir en quoi. Plutôt que de faire la mesure d'impact, on pouvait pousser le sujet et imaginer quelles nouvelles connaissances on pouvait identifier là-dessus. En fait, ce que je trouve intéressant en t'écoutant, parce que je pense que je ne l'avais pas visualisé comme ça, c'est... En fait, je pense qu'au départ, on a une très, très forte intuition toutes les deux à quel point ça va bien s'articuler, ça va faire des choses. Et puis, on sait en effet qu'il y a le 120%, on sait qu'il y a des trucs en cours. Donc, on n'est pas très inquiète. Par contre, je ne suis pas sûre que l'équipe comprend bien cette arrivée. Il y a l'historique. Pauline était là avant, elle revient, tout ça. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui n'est pas hyper clair. Pauline voit très bien que je vais essayer de lui faire des trucs qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Donc, elle se protège de ça et ce qui s'entend aussi. Par ailleurs, moi, par contre, ça me donne plein d'idées, en fait. D'abord, je trouve que ça me donne des arguments de fou pour les partenaires. Oui, nous, on a un pôle recherche avec un chercheur en interne, tout ça. Mais du coup, je trouve que ça vient aussi valoriser tout le côté expertise, etc. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense qu'au fond, ça a transformé vraiment notre organisation. Et je suis capable de le dire aujourd'hui. Et à l'époque, je pense que vraiment, c'est de l'intuition pure et on verra bien, quoi. Et je pense que il s'est passé d'autres choses sur les débuts de sa mission aussi. D'abord, je forme toute l'équipe à la mesure d'impact parce qu'à l'époque, je me dis non, mais c'est important la mesure d'impact. Après, je comprends qu'en fait, je crois que j'ai rien compris à cette histoire non pas de mesure d'impact, j'ai très bien compris, mais j'ai bien compris que la mesure d'impact, c'est pas exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. Et que du coup, c'est aussi la présence de Pauline sur la formation. Autant vous dire, sur la formation faite par des chercheurs, sur la mesure d'impact, plutôt des chercheurs en éco. Pauline, je la vois changer de couleur à plusieurs reprises. Je me dis, ça va pas être simple, cette histoire de mesure d'impact, je sens. Et donc, en fait, on se retrouve quand même... c'est hyper intéressant de voir que ça, plus un accompagnement stratégique qu'on faisait par ailleurs, etc., tout ça est venu un peu se mettre en système. Et tellement aujourd'hui qu'en fait, on a fait émerger un truc qu'on pensait qu'on avait avant, mais qu'on n'avait pas vraiment, qui est vraiment un pôle ingénierie dans lequel la recherche prend sa part, qui est vraiment porté par Pauline. Mais aujourd'hui, on a un pôle ingénierie et recherche qui, en fait, est devenu vraiment une instance avec des limites et dans lesquelles les designers jouent un rôle essentiel et qui n'est pas l'idée que par Pauline, en fait, qui est l'idée qui est un collectif qui réfléchit, en fait, à tout... je crois vraiment à la question du développement et d'ailleurs des méthodes internes et qui nous a vraiment engagés aussi sur la voie de la capitalisation. Et donc, c'est venu changer vraiment en profondeur, je trouve, notre fonctionnement organisationnel qui était, à mon avis, plutôt intuitif et instinctif avant et qui manquait un peu peut-être de perspective, de forme, de clarté. En tout cas, il y avait quelque chose qui était presque un peu artisanal. Là, je trouve qu'on a changé un peu cette dimension-là. Mais peut-être que tu me trouves radicale. Non, en fait, j'étais toujours sur les étapes. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu arrives à installer quelque part cette démarche-là dans une activité qui est déjà là. Donc, il y avait ça. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu aussi de l'ethno, quoi. J'arrive dans une organisation, je trouve des moyens de comprendre comment elle fonctionne et où est-ce qu'elle veut aller. Et donc, ça prend du temps. Et il y a deux choses, à mon avis, importantes qui sont passées sur cette première année. Il y a un moment donné, je me sens pas bien
En fait, je me sens pas bien parce que j'ai le sentiment que je reste très satellisée, en fait, par rapport à l'activité, que je suis satellisée et je suis très souvent interpellée en SAV. Donc du coup, alors le grand classique, c'est voilà, on a fait toute une ingénierie de projet. On dit Pauline, j'ai fait un questionnaire, tu peux me le valider s'il te plaît. Et là, voilà, donc là, donc ça, c'est vrai que j'avais oublié. C'est un peu le running gag, mais c'était vraiment. Donc il y avait ça et donc ouais, cette idée qui était identifiée au départ, hein, ce risque d'être très identifié comme quelqu'un qui porte un regard sur les choses une fois qu'elles sont faites. Qui met un tampon. Et qui met un tampon. Alors, qui met un tampon ou qui peut avoir un vrai point de vue. Il peut quand même dire des choses avant de mettre le tampon, mais en tout cas, qui intervient après la conception. Et ça, c'était difficile. Donc je t'en ai parlé. Je dis, en fait, j'ai quand même mon sujet, ce qui m'intéresse, c'est la conception, en fait. C'est ça qui est important, sur lequel j'ai envie de pouvoir contribuer. Et donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, après, on a reconnu le fait que c'était un problème de représentation et de compréhension de ce que je pouvais apporter. Et donc, on a aussi dit, Pauline ne fait pas les formulaires d'évaluation. Donc ça, c'est important. Réunion d'équipe, Pauline n'est pas préposée aux formulaires d'évaluation, sachez-le. Donc du coup, trouvez d'autres méthodes. Et en fait, on a installé un truc qui s'appelle la R&D de la R&D. Alors ça, c'était... donc on s'est mis un rendez-vous avec les deux designers, enfin concepteurs pédagogiques de l'ASSO. On s'est dit, OK, faut qu'on arrive à se comprendre et à se connaître. Et en fait, au fond, vous, la R&D, vous savez pas trop à quoi ça va ressembler. Puis moi non plus, ça tombe bien. Donc on va... juste se dire qu'on se donne rendez-vous c'était tous les 15 jours, je crois, ou tous les mois, j'arrive plus à me souvenir, mais on avait un rendez-vous sanctuarisé où l'idée, c'était, racontez-moi où vous en êtes, les questions que vous vous posez, moi, je vous raconte où j'en suis, les questions que je me pose, et puis on voit ce que ça va... Et ça, ça a duré un temps, ça n'avait pas vocation à s'installer, mais je pense que ça a participé au prototypage d'un pôle ingénierie, dans lequel est intégrée la recherche. Voilà, ça, c'est le deuxième levier qui est important, je pense. C'est vraiment créer des espaces d'interconnaissance pour que les choses se sédimentent un peu. Et la troisième chose, c'est de nouveau mon goût pour les contraintes administratives qui donnent du sens. Donc, du coup, dans le cadre du CIR, on doit réaliser un dossier technique qui, finalement, rend compte de toute l'activité de recherche qui a été faite et qui justifie du temps qui a été accordé. Et donc, du coup, ce document-là, en fait, si on le fait comme une contrainte administrative, c'est l'enfer. Enfin, c'est une espèce de truc où il faut refaire un scénario tout à fait fou un an après, réécrire complètement tout ce qui a été fait, sachant qu'il faut réussir à les intégrer dans un questionnement avec un état de l'art, avec des hypothèses. Enfin, du coup, c'est une forme qui est quand même relativement loin de la manière dont les activités sont organisées au sein de... Il est assez rigide. Ouais, alors oui. Et puis alors du coup moi mon enjeu c'était aussi de me dire je vais pas faire un état de l'art, une problématisation et un descriptif de tâches sur tous les micro-projets que j'ai fait dans l'année. Ça me semblait pharaonique comme démarche. Donc l'idée c'était de trouver en fait une structure qui raconte une structure qui fasse un peu la synthèse finalement de toutes les petites actions de R&D qu'on avait faites dans des grands chapeaux pour lesquels je fasse que un seul état de l'art. Donc j'en avais pris 3. Et mine de rien, ça aussi, ça aide beaucoup en fait à structurer un projet de recherche. Donc le dossier technique que j'ai fait à la fin de l'année 2023. 24, enfin je sais plus. Enfin bon bref, le premier a posé un peu les jalons et puis finalement, c'est 23. On est parti de ça ensuite pour piloter l'activité en fait. Et là on va le reprendre, mais peu ou prou finalement ça a bien drivé la manière dont on pense la R&D aujourd'hui dans l'association. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu au moins 1 an pour que ce truc-là
s'installe à peu près, quoi. Et pour le coup, c'était pas plus mal qu'elle ait une mission du coup qui lui prenne du temps, parce qu'en fait, elle n'était pas que sur les questions internes, ce qui aurait peut-être secoué très fort l'organisation, c'est-à-dire qu'elle était, elle était aussi sur une mission où elle avait des trucs à faire par ailleurs, parce que en fait, ça secoue fort en fait. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que pour moi, ces activités de recherche et de développement, c'est quand même l'opérationnalisation de la stratégie aussi. Et du coup, il faut que ça reste assez proche en fait des questions stratégiques de l'organisation. Et donc, tout d'un coup, on vient rajouter une nouvelle personne qui a son mot à dire sur la strate dans une organisation qui faisait un peu autrement. Et donc, ça vient déstabiliser, moi, je pense, les forces en présence, tout en, par contre, offrant des nouvelles perspective, tu le disais. Mais il y a un autre truc quand même, c'est que le côté chercheur, c'est quand même ultra valorisé dans notre société aujourd'hui. Le nombre de fois où tu vois, moi qui fais beaucoup de conférences en tant que directrice, on me dit ah oui, je veux dire, je trouve toute la limite de ne pas pouvoir dire que j'ai un doctorat. Je suis prête à en acheter un d'ailleurs pour ceux que ça, voilà. C'est vrai que tu peux acheter des gens qui t'écrivent ta thèse. Oui, mais bon, alors franchement, je crois que je peux. Bon, peu importe. Je verrai si à un moment donné. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il a fallu aussi travailler là-dessus. C'est-à-dire que non seulement tu mets un docteur dans une organisation, un docteur qui connaît très bien ton sujet en plus, tu vois, avec des gens du coup qui vont tout d'un coup se dire oh là là, mais du coup on est en train de me dire que je ne sais pas faire ou que je suis pas. Et donc ça, il a fallu quand même d'une manière un peu subtile, et ça c'était mon taf à moi, de le désarmer, quoi. Non, Pauline ne prend pas la direction stratégique de l'organisation, c'est bien moi qui tiens le cap, elle est là, et en effet, ce qu'elle a à dire nous intéresse, mais en fait, ça n'enlève rien, voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que tout ce qu'elle fait irrigue tous les projets. Donc, il y a ce truc de bien réussir à trouver l'équilibre, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle a quand même, souvent ton regard, il est très juste, il est très stratégique aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien trouver des instances aussi qui vont permettre de l'adresser, de le lire, sachant que par ailleurs, ce côté chercheur est une force et une faiblesse. Parce que du coup, il y a un petit côté aussi, on va encore se faire emmerder avec les questionnements compliqués, profonds, deep, etc. Et parfois, il peut y avoir aussi cet effet-là de « oh là là, ça va être compliqué », alors qu'en fait, on est dans des contraintes aussi parfois de livraison, quoi. Et peut-être juste pour préciser, là, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire quand tu parles de tension, c'est du coup de tension interne à l'équipe ou par rapport avec des partenaires, ou les deux? Plutôt interne à l'équipe. Les partenaires, eux, par contre, pour eux, c'est grosse valeur ajoutée. En fait, c'est plutôt grosse valeur ajoutée. Par contre, les partenaires, quand ils viennent chercher de la recherche, des fois, ils sont dans les mêmes représentations que les gens que nous-mêmes au tout début de l'arrivée de Pauline. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes, ils viennent chercher de l'évaluation du consultant, etc. Et quand tu dis, bah non, en fait, c'est pas parce qu'on a une chercheuse que c'est elle qui va faire la consultante, parce qu'en fait, il se trouve qu'on travaille sur des mécanismes aussi de développement des compétences en interne et que tout le monde soit au bon niveau et que c'est pas les mêmes métiers. Bah, en fait, du coup, ils sont là, ah ouais, bah, on n'aura pas la chercheuse. Bah non, vous n'aurez pas la chercheuse. En tout cas, non. Pas... Et donc, c'est tout l'enjeu de Pauline, c'est vraiment la question aussi de diffuser en interne et par exemple, le dossier qu'elle écrit, le dossier technique là, pour le Crédit Impôt Recherche, je me souviens de l'avoir repris, moi, pour en faire un document de communication interne, où j'ai beaucoup réécrit des choses que tu avais écrites pour les rendre digeste, voilà. Sachant qu'elle l'était, mais en tout cas pour les rendre aussi accessibles, et puis pour aussi parfois les problématiser, mais aussi pour en faire un autre objet, quoi, un objet de médiation en fait de la recherche en interne. Et ça vient poser toutes ces questions-là, c'est-à-dire c'est quand même, et d'ailleurs c'est des sujets qui nous intéressent nous aujourd'hui, c'est de dire ok, comment est-ce qu'on fabrique de la documentation qui permet, une fois que les travaux ont lieu, souvent je dis ces travaux-là, comment est-ce qu'on les partage à l'équipe, comment est-ce que du coup on les rend visibles, comment est-ce que tu les rends un peu sexy, comment tu les illustres, mais en fait on est quand même sur des enjeux d'embarquement, ou en tout cas je sais pas, d'appropriation. Tiens, tu l'aimes bien ce mot-là, appropriation. Mais c'est des questions d'infocom en fait, c'est même des questions qu'on se pose en interne comme un objet de recherche à part entière presque de ce qu'on est en train de faire. Et alors précisément, vous avez trouvé des solutions pour répondre dépasser ces problèmes-là? Ouais. Alors, des solutions. On a fait évoluer des je sais pas comment dire ça. Je pense que
c'est un objet, intégrer une activité de recherche, un poste de recherche dans une structure, sachant qu'il n'y en a qu'un seul, d'ailleurs. Donc, je suis vraiment... Pour dire que chez Chanel, ils sont 150 quand même pour fabriquer des crèmes. Oui, mais ça donne d'autres choses. Tu vois, si tu intègres une équipe de recherche, elle peut avoir ils sont même à mon avis, ils sont même tout seuls sur leur étage et ils ne parlent pas aux autres. Tu vois, là, il faut que la recherche fasse équipe avec le reste. En fait. Donc, c'est très particulier. Mais c'est ce qui est passionnant, mais c'est ça le sujet. Alors, la fameuse réunion R&D de la R&D a disparu. Mais du coup, on a recréé des espaces de coordination spécifiques. Donc, c'est des temps réguliers où le pôle ingénierie dialogue autour de ce qu'il y a à produire, des questions de recherche que ça peut poser, de la façon de se coordonner. On a modélisé un peu aussi la façon dont on travaillait ensemble avec Margot. Donc, tu te rappelles cette espèce de... Donc, du coup, un schéma. On a fait des schémas. Et donc, Margot, c'est la responsable de la conception pédagogique. La designer. Mais du coup, un schéma qui dit, OK, Margot va mettre en place des tests utilisateurs dans le cadre de ses processus de conception à elle. Ces tests utilisateurs, moi, je vais pouvoir du coup prendre appui dessus, soit en lui demandant de collecter d'autres informations, soit en moi créant finalement mes propres protocoles de collecte de données. Et donc, du coup, on voit bien qu'on articule ensemble des démarches finalement de conception. Mais je sais pas comment dire. On a trouvé nos places et on voit comment on mutualise finalement ces sujets ensemble pour travailler. Alors, c'est pas très clair dit comme ça, le schéma est super. Non, le schéma est très clair. Et après, il y a un truc qui a été très aidant et qui paraît complètement... vous avez trouvé ça horrible. Mais en fait, on a fait des plans de charge. On a mis les objets de recherche en lien avec des services qui allaient potentiellement émerger. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, on ne s'est pas posé ces questions-là. Mais moi, très rapidement, je dis « Ok, moi, c'est super, on fait beaucoup de R&D. Vous vous rendez compte, j'ai tout chiffré le temps passé en R&D. » Franchement, j'ai fait de la gestion, quoi. Et j'ai fini par dire du coup, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a une activité... que cette activité, elle va créer des activités qui, derrière, vont récupérer finalement les investissements mis. Des logiques assez, finalement, de gestionnaire, quoi. Et en ayant cette réflexion-là aussi, on a limité un tout petit peu le côté avoir envie de partir dans tous les sens. Parce que du coup, si on finit par se dire, on a un domaine de recherche sur les questions de parentalité numérique, on sait que les domaines d'application de ce domaine de recherche sur la parentalité numérique, il y en a 8, quoi. Il y a de l'outil, il y a différents outils, il y a de la formation, il y a des machins. Et une fois qu'on est capable de dire d'abord qui va s'occuper des différentes... il y a le travail de recherche, et puis après, il y a comment est-ce que le travail de recherche va venir nourrir ces 8 cas d'application, et surtout, combien de jours on est prêt à passer là-dessus, au regard du fait que ça doit produire ça, et dans quel calendrier, etc. Et ça paraît pas très sympa ni fun, mais en faisant ça, je trouve qu'on a aussi... On a d'abord créé des équilibres économiques du pôle recherche un peu, mais même d'un point de vue un peu méta, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit quand même dans une logique de développement de l'organisation, ou en tout cas de maintien de son activité. Et par ailleurs, pour les autres équipes qui ne sont pas forcément associées à ça, du coup, elles voient mieux aussi ce que ça produit, et donc du coup, ça rassure aussi sur le fait que c'est pas que des trucs hors sol. Et donc, ce boulot-là, ça a été un boulot finalement, de tableur, avec des colonnes, des calculs et des mises en système, en tout cas des concepteurs entre eux. On a réussi à décrire la façon dont les tâches de recherche s'articulaient avec les autres tâches. Et à le chiffrer. Voilà, et avec un modèle à peu près suffisamment large pour qu'on puisse prendre appui dessus à chaque fois qu'on se retrouve sur un sujet de collaboration entre les concepteurs et moi. Ça, c'est la deuxième solution vraiment, mais qui vient avec le temps. Et la troisième, c'est finalement cette R&D de la R&D qui est un peu morte. On l'a transformée en séminaire. Et donc là, on a créé de nouvelles formes de collaboration en interne. Où en fait, on a pris... donc notamment les trois grands axes du projet de recherche. Et chaque axe fait l'objet d'un séminaire. La semaine prochaine, il y a séminaire. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que
quelque part, on a intégré un peu des formes de travail de la recherche dans nos formes, dans les formes associatives et inversement. Et donc, du coup, cette forme un peu séminaire où, du coup, j'arrive, je les embête un peu. Bon, alors, du coup, c'est quoi l'état des connaissances que nous avons? D'accord, non, très bien. Et donc, du coup, c'est quoi les terrains sur lesquels, le périmètre. Mais en même temps, c'est aidant, en fait. Et ça, c'est sur un temps délimité, mais on a 4 ou 5 rendez-vous par an. Oui. Sur des trucs très serrés pour avancer ensemble. Donc voilà, c'est sur des trucs très serrés parce que dans le plan de charge, on sait ce qu'on veut produire. On sait qu'on veut un guide de conception de nos dispositifs en interne qui vise l'émancipation individuelle et collective des publics. Et donc, du coup, on sait ce qu'on veut faire. Donc, du coup, on se donne... on peut opérationnaliser un tout petit peu le fait de le faire. Et la conception est un super... les séminaires sont un super format. Après, il se trouve que dans d'autres projets, on expérimente un autre truc que j'aime beaucoup, moi, mais qu'on ne fait pas, nous, au sein de notre organisation, qui est des séminaires vidéo faits avec des chercheurs autour de problématiques, mais des chercheurs externes qui permettent de venir alimenter, en fait, c'est des mini-colloques. Des mini-colloques autour... c'est pas vraiment des mini-colloques, mais c'est... On appelle ça des webinaires. Ouais, on appelle ça... faudrait quand même... mais en vrai, normalement, c'est peut-être très classe, le séminaire vidéo. C'est ça. Mais c'est peut-être 2 ou 3 intervenants, tu vois, chercheurs autour d'un sujet qu'ils ont déjà travaillé pour essayer de circonscrire aussi. Et on l'a fait beaucoup, pour le coup, dans le cadre d'une étude qu'on avait faite justement pour le ministère. Et c'est vrai que là, on le réutilise dans un autre contexte. Mais c'est vrai que ça fait partie des formes aussi qu'on aime bien, c'est-à-dire imaginer des liens, en fait, entre ceux qui font et ceux qui ont produit de la connaissance sur les activités de ceux qui font. Et précisément, est-ce que vous avez des liens formalisés avec des communautés de recherche, des laboratoires, des chercheurs? Est-ce que vous avez un comité scientifique? Voilà. Comment ça s'est articulé, tout ça? Non, on n'a pas de comité scientifique. En fait, pour le coup, il y a le fait de le formaliser, de stabiliser, c'est un enjeu évident pour l'année qui vient. Donc les liens qu'on a articulés avec le monde scientifique, il s'est fait par opportunité sur des projets. Alors avec deux lectures différentes. En tout cas, moi, j'avais formulé très clairement le fait que, étant seule chercheuse au sein de l'équipe, si j'avais pas un environnement de recherche par ailleurs, j'allais très très vite me refondre dans le moule, me déviter. Oui, on pourrait le dire comme ça, mais en tout cas que oui, quelque part, si je suis pas nourrie par des échanges scientifiques avec d'autres chercheurs, c'est une forme d'hygiène. Tu l'as demandé et tu as dit que tu en avais besoin. Et moi, je me souviens de ce moment où elle dit, moi, dans mon contrat, il faut me laisser aller en colloque, il faut que je puisse passer du temps avec des chercheurs et tout ça. Et je dis, je négocie un peu, quoi. et là, elle dit, non, mais si moi je fréquente pas mes pairs, je vais péricliter. Et là, j'ai eu ce moment un peu vexant où tu te dis, quand même, on n'est pas si inutile que ça. Et puis, en fait, je comprends bien parce que maintenant que je la vois travailler, je vois bien. Mais en fait, elle en avait besoin et elle avait besoin que ce truc soit même protégé, quoi, par nature, et qu'elle puisse faire des collaborations scientifiques, puisque tu as fait des articles. Écrire, publier. Elle publie, quoi. Donc, il fallait qu'il y ait le cadre de recherche qui soit favorisé. Mais donc, du coup, pour revenir à ces liens avec la communauté scientifique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai embarqué des chercheurs avec qui j'avais initié des collaborations sur certains terrains. Donc ça a été la première approche, ça a été de co-chercher, de co-écrire, de co-communiquer avec des collègues de labo. Donc sur la parentalité, j'avais vraiment cerné une forme d'alliance, en fait. J'ai nourri des alliances scientifiques sur certains dossiers. On m'a embarqué dans d'autres projets de recherche, du coup, qui sont un peu plus satellites, mais dont je parle. Donc là, il y a un projet de recherche franco-québécois sur l'intégration durable du numérique dans l'éducation. Et donc, moi, j'y contribue. Je mets un peu à contribution de ce projet de recherche les terrains de l'association. Donc, ça marche dans l'autre sens. Donc ça, c'est la deuxième manière de faire.
Et puis après, sur les formats événementiels, on va inviter aussi du coup une communauté qui est la mienne et que je continue d'aller voir sur des colloques. Puis oui, si, j'ai travaillé avec une autre collègue chercheuse sur un projet d'article. Enfin voilà, pour le moment, c'est très éparse. Qui est membre de notre CA d'ailleurs, et c'est aussi des espaces dans lesquels, du coup, finalement, ça peut créer de l'alliance de manière étonnante. Où je pense à Jean-François, finalement, c'est parce qu'on a un projet dont c'est le sujet, à ce moment-là, tu le connais pas. Hop, on se rend compte parce qu'il y a le projet, puis vous vous connaissez maintenant très bien, et que du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile de mobiliser son labo, etc. Mais c'est souvent des croisements, c'est un mélange de sources. Mais d'ailleurs, juste pour l'anecdote, Margot, aujourd'hui, est impliquée dans un programme aussi avec Marion Voyot, qui est, elle, docteur en design et qui travaille les questions d'éducation numérique des jeunes enfants. Et en fait, Marion, qui est dans son projet de recherche participative, etc., implique Margot. Et Margot elle-même va se confronter à d'autres environnements de chercheurs, alors qu'en fait... et donc, c'est intéressant. C'est ce truc qu'on en discute parfois. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est quand même cette idée d'aller chercher des sources ailleurs. Pas fonctionner en zone fermée. Mais pour revenir sur cette idée de comité scientifique, je pense que ça peut être une erreur de commencer par ça. Oui. Parce que, en fait, monter un comité scientifique ad hoc, alors que tu n'as pas forcément identifié quel terrain de recherche en commun tu peux avoir, comment tu peux le monter, tu peux juste essouffler tes partenaires ou pas y trouver du sens et abandonner l'idée. Mais aujourd'hui, tu trouverais ça intéressant, toi ? Je pense qu'on n'est encore pas tout à fait arrivé au niveau de maturité pour se dire que l'association, un comité scientifique, tu vois, chapeautant en fait l'ensemble de ces activités. Par contre, moi, mon envie, c'est que ces 3 axes de recherche qu'on a délimités s'appuient sur des communautés identifiées. On les étoffe et que chacun ait sa propre communauté scientifique identifiée. Et voilà, ça me semblerait plus pertinent. Et pareil, qu'on se donne du temps parce que les comitologies, c'est super important. Et en même temps, il ne faut pas qu'elles prennent du temps sur l'interconnaissance, le fait de faire des choses en commun. Et voilà. Et un point important, c'est que nous, on aime beaucoup quand même, je dis nous, mais je crois qu'on est aligné avec Pauline, la multidisciplinarité. Et donc, du coup, ça veut dire aussi qu'il faut, je crois, ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à mobiliser, qu'on ne soit pas que toujours dans son domaine, même si elle est très ouverte. Et que du coup, non, mais c'est un enjeu. En tout cas, on réussit à le faire sur des confs. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à le faire aujourd'hui dans les groupes de chercheurs avec qui on travaille. Mais en tout cas, il y a ce truc d'essayer d'identifier, en tout cas, que ce soit des communautés mixtes. Tu es d'accord avec ça ou pas du tout ? On dirait que non. Je vais être honnête. Moi, je trouve que c'est... tu vas te faire comme Dominique Pasquier. Non, c'est chiant. En fait. Non, c'est pas ça. En fait, je trouve que c'est plus difficile à faire qu'on le pense, en fait. Donc, je trouve que c'est souvent une intention, qui est très, très rapidement revendiquée. Et je vois tout à fait l'enjeu, je vois tout à fait le sens. Mais je trouve que c'est déjà difficile en fait d'apprendre à se comprendre entre finalement une dynamique de recherche et des acteurs de terrain. Il y a des partenariats qui sont assez évidents entre sciences de l'éduc, sciences de l'information et de la communication. On a déjà des espaces de collaboration qui sont définis. On a des cas théoriques qui sont à peu près entendus. Quand on se parle, on voit à peu près de quoi on parle. Ça se décrète pas pour toutes les collaborations et en fait il faut le faire en ayant conscience du travail que ça demande de partager les cas théoriques, les outils, les méthodes. Et qu'il y a de vrai, c'est que sur certains projets, c'est un travail supplémentaire encore et qui est peut-être pas forcément essentiel. C'est ça que j'essaye de dire et que du coup, on n'est pas obligé d'en faire une nécessité absolue dans toutes les situations parce que c'est difficile à faire. J'évoquais pas les cognitivistes, je te disais. Non, mais les sociologues, tu vois, les anthropos, on y arrive assez facilement. Les SHS, infocom,
Et par exemple, tu vois, le design, c'est intéressant aussi parce que surtout quand tu travailles sur les questions de conception, en tout cas, il y a des disciplines qui sont plus faciles à mobiliser que d'autres, même si j'entends qu'il y a quand même des contextes, enfin des grilles d'analyse qui sont Ce différentes. que j'entends aussi dans ce que tu présentais, Pauline, c'est que là, toi, tu es vraiment dans un travail, j'allais dire presque, en fait, déjà d'ancrage de toi dans l'organisation, mais aussi, c'est ce que vous disiez sur le côté diffusion. Et alors, est-ce que tu parlais de l'appropriation? Enfin, c'était le terme, mais en gros, de dire aussi comment, peut-être même sans forcément que les équipes s'en rendent compte en tant que telles, mais comment ça change elles-mêmes leurs pratiques pour qu'elles aillent voir ailleurs et créer de la réflexivité sur leur propre pratique. Et ça, mine de rien, c'est des méthodologies spécifiques. Et ce que j'entends aussi dans parfois des disciplines de recherche différentes qui arrivent avec d'autres méthodologies, mais avec les mêmes termes, c'est que mine de rien, ça crée aussi de la confusion. Enfin, donc, c'est pas si évident que ça juste simplement de croiser les méthodos. Mais là, je pense que ça revient sur ce que vous disiez au tout début, qui était aussi l'objectif un peu stratégique. Déjà, ça veut dire quoi? Introduire ta recherche, ou en tout cas mettre ta recherche dans ton asso. Et ce que je trouve intéressant avec la discussion là qu'on a, c'est par rapport notamment à quand on a reçu Fab Lab, donc une autre association. C'est quoi? C'était le dernier épisode, avant-dernier épisode, le dernier épisode, où justement, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'ouvre à la recherche, mais vraiment en faisant des projets de recherche. Et donc, du coup, elles ont des financements sur un projet de recherche, et elles ont fait le choix, alors effectivement, de développer peut-être des comités de scientifiques, mais très ciblés sur des projets de recherche qui finalement font un peu... Ça fait un peu pieuvre, du coup, la manière dont elles présentent leur activité, où à chaque tentacule, ça va être des projets de recherche un peu spécifiques, mais où... et précisément, elles n'ont pas fait ce choix d'internaliser. Et du coup, là, je trouve que c'est hyper intéressant, votre modèle, où finalement, mais ça ne doit pas être non plus hyper évident, parce que ça oblige de transformer l'orga, et peut-être aussi, du coup, je te regarderai, mais de lâcher un peu du lest. Tu parlais de la strate et de comment ça change la strate. Enfin... ouais, en fait, ça veut simplement dire que tu décides que tu n'as pas la vision tout seul, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je l'avais déjà décidé avant, donc c'était pas si compliqué. Et après, tu vois, moi, je pense que surtout, ça vient mettre de la strate à des endroits où on n'en mettait pas. Et ça, c'est pas si simple parce que pour le coup, ça augmente ma charge mentale. Des fois, j'ai l'impression. Je te donne un exemple. Là, on fait une étude. On a vendu 2 études. Alors, plutôt un carnet d'inspiration qui est plus de l'état de l'art design. Et je te regarde en même temps comme si tu étais designer. Mais tu as dit que tu venais de l'Infocom, non? Oui, ouais, mais voilà. Je suis enseignant-chercheur dans une école de design, donc j'entends En tout cas, c'est un carnet d'inspiration qui a été vendu à une collectivité pour conduire sa politique publique. Et puis, par ailleurs, on a vendu une étude sur des dynamiques territoriales en matière d'éducation numérique, toujours à cette collectivité. Hein. Et je dis ça parce que finalement, on a fait un travail dont nous, on n'avait pas nécessairement besoin, et donc de production de ces 2 études. Enfin, c'est pas moi qui les fais, c'est elle. Et je dis elle au pluriel puisque c'est Margot et elle. Donc, elles ont finalisé. Là, on est sur les rendus, et on a fait un rétexte là sur un des rendus la semaine dernière. Et finalement, je me dis question de Margot qui dit mais est-ce qu'on est amené à refaire ça pour d'autres? Bonne question, Margot. Je te remercie de l'avoir posée. Et là, du coup, je dis, je vais y réfléchir. Je n'en sais rien. En fait, je n'en sais rien. Et au fond, j'ai pas envie de vendre toutes nos... Tu vois, que nos temps d'experts, de chercheurs, d'ingénieurs qui est bénéfique finalement pour penser des trucs... voilà, j'ai pas envie de le vendre et de morceler comme ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il faudrait qu'on fasse parce qu'on a un projet politique et qu'on a besoin de l'alimenter, et on a un projet de transformation qu'on a besoin d'alimenter, bref. Et donc là, tu vois, je suis en panne sur cette question. Je me dis, non, en fait, on va pas le vendre, on va pas faire ça. Donc, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Parce que moi, j'étais sur comment est-ce qu'on va industrialiser ce truc-là. Puis après, je me rends compte que j'ai pas du tout prévu de le vendre. Donc, pourquoi faire? Et là, Pauline me fait une remarque qui est tellement juste. Et c'est en ça que... Et donc, je raconte ça. Je dis, bonne question. Et Pauline dit, en même temps, l'autre méthode, ce serait que nous, on produise de la veille qui va dans le sens des sujets qui nous intéressent et qu'à la rigueur, on puisse la vendre. Mais c'est pas du tout... c'est d'abord notre strate. Et en vrai, finalement, je perds pas du contrôle. Je retrouve du contrôle sur des trucs que j'aurais fait par intuition et par instinct, mais un peu comme une développeuse d'affaires, tu vois, où tout d'un coup, je me mets peut-être aussi à réfléchir un peu différemment. Et c'est valable pour moi, mais c'est valable pour les autres. Aujourd'hui, on a même mis... Pauline a poussé avec la théorie de l'action des espèces de grilles d'impact mapping, où chaque fois qu'on réfléchit à un projet, on essaye en fait quand même de bien bosser la question des finalités, des objectifs de transformation. Donc en fait, tu vois, ça va au-delà même. En fait,
ça nous rend plus affûtés en termes de stratégie, mais c'est bouleversant parce que du coup, ça vient re-questionner les postures individuelles et collectives de chacun et donc le sens de l'organisation. Moi, je dirais que ce sur quoi ça oblige à lâcher un peu prise, le sentiment que j'ai, c'est que ça oblige en fait à laisser ouvert un certain nombre de choses. Là où effectivement, tu vois, dans le rythme de prise de décision, il y avait une logique qui était très on-off. Du coup, on prend ces décisions-là, c'est bon, c'est entériné, on y va. Et voilà. Et donc là, je pense que c'est ça que ça produit. C'est que je trouve qu'il y a plus de place pour... globalement, on s'est mis à travailler avec des itérations plus courtes. Avec du coup de l'espace pour changer d'avis, mais sans que du coup que ça donne le sentiment que c'est un revirement de bord. Je trouve que ça, c'est clairement une conséquence dans le pilotage. Mais moi, j'ai été prête à l'accepter parce que je trouve que le travail qu'on a fait par ailleurs sur la clarification des finalités, mais du sens de l'action, vraiment, c'est ce truc qui est vraiment important, fait qu'on a gagné de l'espace ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire parce que du coup, on est parfois plus précis quand on démarre, et ben du coup, on est prêt peut-être à accepter que le temps est un peu différent ou que les résultats n'arriveront pas au moment où on pensait qu'ils arriveraient, etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai le souvenir qu'avant ce travail de recherche intégré à notre activité, on avait tendance parfois à démarrer trop vite dans l'action, sans réfléchir à la raison. Puis après, on était obligé de faire step back parce qu'en fait, on réalisait qu'en fait, peut-être que c'était pas ça qu'on voulait faire, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est plus fin au démarrage et que du coup, puisqu'on est plus fin au démarrage, on a gagné ce temps-là et que du coup, on peut le passer peut-être parfois à accepter. J'allais dire la nuance, ce qui est pas facile pour moi des fois, mais en tout cas à accepter qu'on sait pas. Et ça, pour moi, ouais, ça c'est pas facile. On arrive à la fin. On a été bavard. Je sais pas, mais en tout cas, c'était très intéressant. Je sais pas s'il y a des choses qu'on a oublié de dire qui vous sembleraient importantes. En fait, cette histoire de pluridisciplinarité non, en fait, ce qui me semble important de dire, c'est que c'est un processus qui est long. Donc là, nous, on est en train de parler de presque pas tout à fait 2 ans, en fait. Pas tout à fait 2 ans d'expérience. Et on n'est clairement pas au bout, en fait, de quelque chose qui est installé et stabilisé. Et donc, effectivement, on fait ce choix que ce soit intégré. Et pour le coup, j'ai besoin de temps, moi, avant d'intégrer d'autres chercheurs. Par contre, en fait, ce qui est évident, c'est que j'ai pas du tout ni la prétention ni la capacité de traiter l'intégralité des sujets et des questions posées par l'activité. Et qu'à un moment ou à un autre, ça va être une nécessité, en fait, de se greffer à d'autres démarches de recherche qui sont extérieures, à d'autres disciplines. Et que, oui, je trouvais important de le redire, que l'horizon, c'est forcément de collaborer avec d'autres chercheurs, mais ça m'a semblé être quelque chose de difficile à faire dans un premier temps et que je trouvais plus intéressant de bien installer ce changement interne avant d'enclencher ça. Voilà, je crois que c'était ça que j'avais envie de dire. Et moi, peut-être que de manière très intuitive encore, je me suis demandé s'il fallait pas, parce que qu'elle soit pas toute seule à faire de la recherche au sein de Fréquence École. C'est les questions que je me pose. Donc, j'ai envisagé, par exemple, à des moments, mais on en a discuté beaucoup, la question d'une cifre. On pourrait envisager encore... alors, le jeune docteur, on n'ira peut-être pas, pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, on pourrait envisager ça. Et chaque fois qu'on y réfléchit, c'est pas si simple. C'est parce qu'on voit bien déjà ce qu'une personne, ça a fait. Alors, on imagine 2. Puis qu'après, on va venir poser la question même de l'articulation entre ces 2 personnes. Et puis après... Et donc, on voit bien qu'en fait... puisque on n'est que 12, donc ça se sent à 12. Et nous, on n'a pas prévu de devenir 30. Donc, l'idée, c'est de fonctionner quand même à moins de 15, quoi. Et pour rester vraiment sur une structure qui fait de l'expertise et qui est sur des enjeux de déploiement et de diffusion, etc. Mais en même temps, si on est vraiment sur une structure d'experts, on pourrait se dire que ça serait mieux d'avoir plus de
de cerveau qui aident à concevoir, à penser, et à problématiser et à investiguer des nouveaux sujets. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, il ne faut pas trop déséquilibrer non plus, parce qu'il faut aussi des chefs de projet. Et c'est vrai qu'en tout cas, un chercheur dans une orga, c'est aussi beaucoup de questionnements sur nos méthodes, sur nos manières de faire, et que c'est comme un grand mécanisme. En tout cas, ça nous fait tous progresser, mais c'est aussi, ça peut être aussi vécu comme une transformation fatigante à des moments. Voilà. Je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour elle et son travail. Hein. Mais je sens que ça fait peser. En tout cas, et puis parce que ça change la dimension, ça change l'objectif, ça change l'envie de faire des trucs encore plus impactants. Ah bah ça, c'est une certitude, ouais. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, beaucoup à toutes les deux. Et merci du coup, donc je redis vos prénoms, mais on les a bien entendus pendant cette heure et demie. Donc merci beaucoup Dory et Pauline de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions. Mais là, c'était plus un récit et une discussion pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho, comme d'habitude, à des situations que vous avez pu vivre ou peut-être juste à des questionnements que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse mail, c'est toujours la même, hello@question-asso.com. Et de toute façon, vous retrouverez tout ça en description de cet épisode comme d'habitude. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous retrouverez toutes les informations, de toute façon, je l'ai déjà dit, comme d'habitude, dans la description et sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez entendre maintenant est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos.